Régis et François s'envolèrent pour Los Angeles au début du printemps. Ils prirent un petit appartement dans le quartier de Venice, au bord du Pacifique, et commencèrent à faire les bars. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent Jacqueline. Elle était assise en terrasse, sur le front de mer. C'était une fille magnifique. Elle finissait ses études à l'université, elle parlait le français. Jacqueline et Régis s'aimèrent tout de suite. Et pour Régis, ce fut comme un rêve qui commençait. Quelque temps plus tard, Jacqueline le présenta à son père, un riche promoteur californien. Mais la rencontre fut tendue. Monsieur Stanford fit comprendre au garçon qu'il avait d'autres prétentions pour sa fille que quelqu'un comme lui. Le soir même, François entraîna Régis à Las Vegas, histoire de lui changer les idées. Ils allèrent de casino en casino, jouèrent et burent toute la nuit. Quand ils revinrent à Los Angeles, un flic leur rendit visite. Une fille avait été tuée dans l'appartement du dessous, et la police recherchait toujours le meurtrier. Quand ils furent seuls, Régis dit à François qu'il avait vu plusieurs fois la fille se rendre dans la maison d'en face. « C'est là qu'il faut chercher », déclara-t-il. À la nuit tombée, il escalada le mur du jardin, cassa une vitre et pénétra dans la maison. Quelques minutes plus tard, il revint dans l'appartement, une mallette à la main. Il l'ouvrit. Elle était remplie de liasses de dollars. François lui demanda d'aller remettre l'argent là où il l'avait trouvé, mais il refusa. Régis voulut revoir Jacqueline. Sa nouvelle situation financière le confortait pour poursuivre cette relation. Il avait pris l'argent à cause de cela. François l'avait tout de suite compris. Le lendemain, ils se rendirent chez les parents de Jacqueline, à Bel-Air. Des limousines et un corbillard stationnaient devant la propriété. Régis s'approcha d'un des chauffeurs. « On est des amis de Jacqueline, dit-il. Quelqu'un est-il mort ?» L'homme était désolé. La défunte était précisément Jacqueline Stanford. Ils suivirent le cortège funéraire à distance jusqu'au mémorial de Forest Lawn. Ils assistèrent à l'inhumation de loin, observant tous ces hommes et femmes dont le noir des vêtements s'accordait si bien avec le vert des pelouses. On aurait dit que l'élégance s'était unie en un seul front contre la peur et la mort. Les jours qui suivirent, Régis fit de terribles cauchemars. C'est alors qu'ils reçurent la première carte postale. Elle venait de la ville de Sonora. Au dos de la carte, quelqu'un avait écrit « Vous n'êtes pas dans les bons rôles ». Ils décidèrent de se rendre à Sonora pour éclaircir ce mystère. Sonora était un bled paumé à l'intérieur des terres, dans le sud de la Californie,
avec une rue commerçante qui montait vers une église en bois. Régis et François s'installèrent dans un motel et reprirent leur habitude de faire les bars. Ils rencontrèrent ainsi le vieux Digger, un éleveur de bétail. Il possédait le plus beau ranch de la région. Il leur proposa de venir habiter chez lui, ce qu'ils acceptèrent. Un jour que Régis était parti s'occuper d'un troupeau de vaches avec l'intendant, le vieux Digger suggéra à François d'aller assister au concours de rodéo. « Il paraît qu'on y trouve de beaux étalons, dit-il. » François fut surpris par ce conseil, mais il le suivit. Il rencontra ainsi Alan, un jeune cow-boy qui participait à toutes les compétitions de la région. Une idylle naquit entre les deux garçons qui partirent galoper et camper dans les conditions les plus romantiques qui soient. Un matin, François trouva le vieux Digger mort dans son lit. Sur sa table de nuit, il vit des photographies de superbes garçons à louer. Parmi eux, il reconnut Alan, nu, brandissant un chapeau de cow-boy au-dessus de sa tête. Les funérailles se tinrent à l'église de Sonora. François avait été touché par la mort du vieil homme et tint à dire quelques mots à sa mémoire. C'est alors qu'ils reçurent une nouvelle carte postale, de l'opéra d'Amargosa, cette fois, dans la vallée de la mort. Au verso de la carte, quelqu'un avait encore écrit « Vous n'êtes pas dans les bons rôles ». Alan s'était fait la belle, plus rien ne les retenait au ranch, ils partirent pour Amargosa. L'endroit était perdu, aux portes du désert. Ils prirent une chambre à l'hôtel et partirent visiter l'opéra. Les murs de la salle étaient couverts de personnages étranges qui donnaient l'impression de s'amuser à vos dépens. Quand ils sortirent de là, ils trouvèrent deux hommes et une femme installés sous la véranda. L'un des hommes leur proposa de s'asseoir avec eux. Il était d'allure avenante. « Quel vent !» fit-il. Après un silence, il continua. « Régis, dit-il, je serai direct. Vous êtes destiné à nous rejoindre et à partager notre pouvoir. Je ne parle pas de n'importe quel pouvoir. Je parle du pouvoir absolu. Vous êtes prédisposé à cela. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est ainsi. » Puis l'homme s'adressa à François. « Vous, en revanche, c'est différent. Vous êtes mort. Vous ne le savez pas encore, mais cette vérité s'imposera bientôt à vous. Que je vous le dise est un début. Il n'y a malheureusement pas de salut en ce qui vous concerne. » François observa l'homme avec ironie, mais il savait au fond qu'il avait raison. D'être ainsi mis à nu le révolta. Régis se redressa, observa le trio avec attention, puis déclina l'offre. Le pouvoir absolu ne l'intéressait pas. « Vous avez pourtant accepté le $1 000 000, répliqua l'homme. Quant à la femme, elle s'adressa à François. « Et vous, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur votre rôle exact dans le meurtre de Jacqueline Stanford ?»« Je ne comprends pas, répondit-il. » Le trio partit d'un petit rire uni et absolument abominable. Régis en eut assez et déclara l'entretien terminé.
Le lendemain, ils reçurent une nouvelle carte postale, de la ville de Fresno cette fois. Au dos de la carte figurait toujours la même phrase : « Vous n'êtes pas dans les bons rôles ». L'air d'Amargosa était devenu irrespirable. Ils filèrent vers Fresno. Ils prirent un meublé dans le centre-ville, juste au-dessus du Crest Theater. Le soir, ils firent la connaissance de Jason, leur voisin de palier. Ils se saoulèrent tous les trois au gin et Jason roula un joint avec une herbe incroyable. Plus tard dans la soirée, Jason regarda par un trou percé dans le mur et invita les deux garçons à partager le spectacle. Derrière la cloison, une pute baisait avec un client, et ces images étaient celles d'un pur chef-d'œuvre. Le lendemain, François voulut fuir la ville. Quelque chose s'était produit cette nuit-là dans la chambre. Une sorte d'apparition. Il raconta à Régis qu'une créature diabolique avait pris possession de lui. Le jour même, ils s'en allèrent, loin de Fresno. Ils trouvèrent une maison à louer au bord d'une rivière et s'y installèrent. Ils avaient besoin de se reposer. Régis se mit à la pêche, François faisait de la barque. Il aimait se laisser dériver allongé en travers de l'embarcation, les yeux tournés vers le ciel. Tout se passait bien quand un homme sonna à leur porte à la fin de l'été. L'explication fut brutale. Régis avait eu une relation compromettante avec sa fille et l'homme demandait maintenant une juste réparation. Régis refusa. Le père de la jeune fille se fit menaçant, mais Régis tint bon. Quelques jours plus tard, l'épicière du village, qui semble-t-il avait un faible pour Régis, les informa à mots couverts qu'une expédition punitive allait être lancée contre eux. Le soir même, ils firent leurs valises. Mais lorsqu'ils quittèrent la maison, ils virent des torches serpenter au loin. C'étaient eux. Ils barraient la route. Ils tentèrent de traverser la rivière, mais le courant les emporta. Ils échouèrent sur la rive, bien plus bas, loin du danger. Ils étaient heureux d'avoir échappé à ces hommes et à leur haine. Et au matin, ils gagnèrent en bus la ville la plus proche. Et de là, ils repartirent à Los Angeles. Avec l'argent de la mallette, ils s'achetèrent une maison à Malibu et la vie reprit. Un jour qu'ils faisaient des achats sur Rodeo Drive,
François vit Régis sur le trottoir d'en face en train de discuter avec une femme, celle qui était en compagnie des deux hommes sous la véranda à Amargosa. François n'évoqua pas l'incident, mais c'est à partir de ce moment-là que Régis commença à changer. Il ne toucha plus à l'alcool. C'en était fini des tournées dans les bars. Il prit l'habitude de s'absenter le soir sans jamais donner d'explication. C'est à cette époque que François fit la connaissance de Peter, un vieil acteur célèbre qui occupait une maison voisine. Peter l'initia au poker et ils se mirent à jouer des après-midi entières en buvant du whisky. Alors que l'état de François se dégradait, Régis gagnait en distinction. Mais au milieu de l'automne, ce bel ordonnancement s'écroula. Alors que François revenait de chez Peter, Régis remplit 2 verres et trinqua à leur survie. Régis lui donna rendez-vous à San Francisco, le mercredi suivant, sur le débarcadère des navettes nautiques. Il prit son ami dans ses bras et disparut. François embarqua le soir même à la gare routière. Dans l'autocar, un homme s'assit près de lui. Il était défiguré et son visage était recouvert par une sorte de cire opacifiante. Cet homme s'appelait Harry. Il lui proposa de venir habiter chez lui. L'appartement de Harry était luxueux et surplombait la baie. Harry montra à François sa chambre et disparut le restant de la journée. Le mercredi suivant, François se rendit sur le débarcadère. Il attendit Régis toute la journée, mais il ne vint pas. Le lendemain, il retourna sur les quais dans l'espoir de le trouver, mais sans plus de résultat. Sur la terrasse du port, une femme lui adressa la parole. « Vous attendez quelqu'un, dit-elle. Quelqu'un qui ne vient pas. Vous savez, vous pouvez tout dire à la vieille Shirley. » François fut touché par cette invitation et lui raconta tout. Il lui parla aussi de Harry et de son horrible visage. Shirley avait déjà entendu parler de lui. Il s'agissait d'un homme d'une puissance mystérieuse, et elle était certaine que sa rencontre avec François dans l'autocar n'était pas fortuite. Shirley lui donna son adresse et lui dit de venir chez elle si les choses tournaient mal. Ce soir-là, François se saoula dans un bar. En rentrant, il vit Harry assis sur le divan qui l'attendait. « Où est Régis ?» demanda-t-il. « Régis existe-t-il seulement ?» répondit Harry. « Régis m'a quitté à Los Angeles. Il m'avait promis d'être là sur le débarcadère. Il n'est pas venu. »« Régis vous manque ? Je ne pourrais pas vivre sans lui. » »« Où est-il » Pour toute réponse, Harry lui remit un petit paquet. « C'est mon cadeau d'adieu, dit-il. Vous l'ouvrirez quand je serai parti. » Sans plus attendre, il lui serra la main et s'en alla. François défit l'emballage. Il s'agissait d'un CD sur lequel quelqu'un avait écrit « Vous n'êtes pas dans les bons rôles ». La peur le gagna. Il introduisit le disque dans le lecteur. Il s'agissait d'une vidéo. François lança le film. Un homme se tenait debout au milieu d'une chambre. Derrière lui, une femme gisait dans un lit, le visage couvert de sang. François reconnut Jacqueline. Une personne entra alors dans la pièce, de dos. Elle s'approcha de l'homme et lui donna un revolver, en échange de quoi l'homme lui remit une mallette. François comprit alors de quoi il s'agissait. C'était cette fameuse nuit où Régis était parti visiter la maison et qu'il était revenu avec tout cet argent.
Les deux hommes se serrèrent la main comme pour attester que les termes du contrat avaient bien été respectés. L'individu qui avait récupéré la mallette se retourna, et François fut horrifié par ce qu'il vit. Ce n'était pas Régis qui portait la mallette, c'était lui. François partit se réfugier chez Shirley. Il était en état de choc et passa plusieurs jours chez elle. Shirley la menait au bord du Pacifique et lui massait longuement le dos sur la plage. La nuit, ils dormaient ensemble. Le soir, il la voyait rejoindre le lit avec ses longs cheveux filasses, une cigarette au bec. Et ils parlaient. Et puis François décida de revenir à Los Angeles. Il prit l'autocar et regagna leur petit appartement de Venice Beach. Régis l'y attendait. Celui-ci exprima une joie hors du commun en le voyant. À vrai dire, il était bouleversé. Ils passèrent l'après-midi entière à boire des verres, et plus encore le soir, et peut-être même toute la nuit, car personne ne se souvient plus de ces retrouvailles. Et tout rentra dans l'ordre.